Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer un thriller d'action de 2008 intitulé Terra Nova. Faites attention et prenez soin de vous. Sur les froides collines d'une île déserte, Zilin essaie de trouver un endroit sûr pour camper. Il marche sur des kilomètres jusqu'à ce qu'il glisse et tombe dans une rivière glaciale, mais après avoir flotté pendant un moment, il parvient à en sortir et à poursuivre son voyage. Lorsqu'il est trop fatigué pour continuer, il s'arrête pour se reposer contre un gros rocher, attrape une fleur à manger et commence à repenser à la façon dont tout cela a commencé. Zilin est en prison à vie pour l'assassinat de 6 hommes, quand un après-midi, il est emmené voir le directeur de la prison, qui lui demande de quoi il rêve. Il n'est pas la seule personne à vivre cela, plusieurs de ses codétenus sont également convoqués au bureau du gouverneur et se voient poser la même question. Moriak dit qu'il veut voir la mer, Yakut veut assister à la guerre contre la Chine, Obesianka ne parlera pas, Obesian veut travailler dans cette prison et être gouverneur, Tolia veut suivre les progrès de la station spatiale et Sipa veut revoir les femmes, mais la réponse de Zilin n'est jamais montrée. Le gouverneur leur dit qu'ils ont été sélectionnés pour être transférés dans une colonie pénitentiaire, et peu de temps après, tous les prisonniers sont embarqués sur un navire. Tout comme dans la prison actuelle, les prisonniers sont divisés en groupes et placés dans des cellules, bien qu'Obesian agisse comme s'il était le patron et tue même un homme pour prendre son lit. Lorsque l'écoutille est enfin fermée et que le bateau décolle, les prisonniers commencent à paniquer, pensant que tout cela n'a été qu'un stratagème pour les laisser mourir en mer. Alors que les hommes commencent à devenir violents, Zilin se souvient d'une conversation qu'il a eue avec Sipa en prison. Sipa a de graves problèmes mentaux et dessinait toujours sur le mur et disait des bêtises, mais ce jour-là, il a mentionné que le paradis et l'enfer n'avaient plus de siège et qu'un troisième lieu de type purgatoire était préparé pour des gens comme eux. Julien avait pensé que c'était plus ses bêtises habituelles à l'époque, mais il commence à en voir les mérites maintenant. Au bout d'un moment, tout le monde se calme et essaie de passer le voyage à bavarder et à manger, mais au milieu du trajet, un gang s'échappe d'une des cellules, à la recherche de son compatriote. Obesian fait semblant de négocier au début uniquement pour tuer l'homme qu'il recherche, provoquant une émeute. Les prisonniers des deux côtés commencent à se frapper et à s'entretuer à travers les barreaux à l'exception de Starry, un vieil homme qui reste derrière en train de prier. Le combat ne dure cependant pas longtemps, les gardes arrivent rapidement et après les avoir arrêtés d'un coup de semonce, ils lancent une grenade à gaz endormie pour tous les assommer. Finalement, ils se rendent sur une île déserte où les prisonniers sont menottés et laissés à la plage afin qu'ils puissent écouter ce que aiment. Olafson et Martha, les chefs du projet Terra Nova, ont à dire. Depuis que la peine de mort est devenue illégale dans tous les pays, les prisons manquent d'espace pour accueillir un si grand nombre de criminels. C'est pourquoi le gouvernement russe a offert ce terrain pour démarrer ce projet, financé par certaines organisations internationales. À partir d'aujourd'hui, les prisonniers sont des colons vivants sous leur protection et tout ce dont ils ont besoin pour survivre leur est fourni, y compris la nourriture qui devrait durer 3 mois. Un satellite les observera tout le temps, et il y a aussi des bouées de communication autour. Ils ont la possibilité de prendre un bateau vers l'un d'eux pour appuyer sur le bouton rouge et dire ce dont ils ont besoin. Si un voyant vert apparaît, cela signifie que la demande a été acceptée. Obesian n'est pas content à l'idée d'être enregistré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors il lance une grosse pierre en signe de protestation, mais les gardes le font rapidement reculer avec quelques coups de semonce. Martha précise que les bouées peuvent également être utilisées pour demander à quitter le projet en disant son nom et la raison pour laquelle il veut partir. S'ils le font, ils seront renvoyés en prison. En mettant les bouées sur la mer plutôt que sur la plage, il s'assure que la décision est réfléchie à 2 fois avant de risquer de monter sur un bateau. Avant de partir, les gardes déposent un trousseau de clés sur le sable, expliquant qu'elles sont numérotées pour correspondre à leurs menottes. Les prisonniers se précipitent vers eux et commencent à se battre pour eux tandis que Zilin et Sipa restent en sécurité derrière, ne saisissant que les clés que les autres laissent tomber. Starry décide également de rester derrière et de regarder comment un gang forme une ligne autour des clés pour empêcher leurs rivaux d'entrer et un groupe se dirige vers les caisses que les gardes ont laissées pour ramasser des armes et attaquer la foule avec elles. Finalement, le gang d'Ali prend le contrôle de la situation. Ali se procure une veste et de bonnes chaussures pour lui et Starry avant de choisir un homme à envoyer sur le bateau, mais dès qu'il attrape quelqu'un, le groupe en profite pour attaquer et le combat recommence. Des dizaines d'hommes meurent dans le combat, Moriak tue Ali avec une pierre,
Obézian tue Stary également avec une pierre, et les 3 hommes qui montent sur un bateau pour atteindre la bouée tombent à la mer et meurent noyés. Tous les prisonniers restants se rendent à l'entrepôt et commencent à distribuer les fournitures, et Obézian profite des outils trouvés pour ouvrir ses menottes de force. Zilin emballe un tas de fournitures dans un sac et se saisit d'une veste tout en écoutant Sipa dire qu'il n'y a aucun moyen que la nourriture dure 3 mois, puis il quitte la région pour survivre par lui-même et, espérons-le, trouver un moyen de sortir de l'île, nous ramène au début de l'histoire. Zilin explore l'île jusqu'à ce qu'il trouve une zone sans neige et une formation rocheuse qui fournira un abri, alors il décide de s'asseoir là tout en regardant une photo de sa famille qu'il a cachée dans son uniforme de prison. Il lui manque terriblement et s'endort les larmes aux yeux. Quelque temps plus tard, il se réveille quand il entend des couinements. Il s'avère que les provisions étaient remplies de rongeurs, et il mange maintenant dans sa nourriture et son sac. Quand il commence à pleuvoir, Zilin trouve un abri sous la formation rocheuse qu'il a vue auparavant, allumant un feu pour se réchauffer et chauffer de l'eau. Après qu'il ait cessé de pleuvoir, il attrape un oiseau et le fait rôtir sur le feu. C'est alors que Sipa le trouve. Alors qu'il bavarde avec lui, il essaie de voler son couteau, mais Zilin le voit et le reprend. Sipa offre du sel qu'il avait avec lui et son aide en échange de viande, ce que Zilin accepte. Alors Sipa va ramasser plus de bois et voit la photo de famille de Zilin accrochée au rocher, ce qui lui fait embrasser la femme de Zilin. Ensuite, ils partagent l'oiseau et quand ils ont fini de manger, Sipa marche jusqu'au bord de la falaise, expliquant qu'il ne saute pas parce qu'il a trop peur. Il demande à Zilin pourquoi il ne mourra pas non plus et Zilin lui explique que c'est à cause de sa famille. Ils sont morts et il veut être enterré à côté d'eux, ce qui ne peut pas arriver s'il meurt sur l'île. Les 2 hommes s'endorment et quand Zilin se réveille, il découvre que Sipa a volé la photo pour l'utiliser comme source d'inspiration pour sa débauche. Furieux, Zilin le bête et le pousse de la falaise. Mais Sipa ne meurt pas parce qu'il ne tombe pas dans l'océan, il tombe sur une colline juste en dessous. Mais même après ce désaccord, les 2 voyagent ensemble alors qu'ils explorent l'île. Sipa s'amuse facilement avec les déchets qu'il trouve dans l'eau pendant que Zilin essaie de pêcher, mais le seul être vivant qu'il trouve dans l'eau est une sorte de 1000 pattes aquatique, ce qui fait paniquer Sipa. En regardant autour de lui, Zilin est choqué de trouver soudainement une partie d'un hydravion parmi les rochers. Il suffit d'aller un peu plus haut sur la colline pour trouver l'avion entier, ce qui lui donne un peu d'espoir car il était pilote et serait capable de le piloter. Cependant, 2 hommes ne suffisent pas à le déplacer, alors pour l'instant, ils retournent à leur abri. Zilin allume un feu avec des allumettes qu'il a prises à l'entrepôt, mais il y a quelque chose dedans qui crée une fumée très toxique. Il s'éloigne du feu et entraîne avec lui un Sipa endormi qui au début ne se réveille pas. Il faut quelques secousses à Zilin pour qu'il reprenne enfin conscience, mais sa bouche seulement continue de dire des bêtises et Zilin se rend compte que le froid va les tuer d'une minute à l'autre. Les 2 hommes décident de retourner à la base et de voir s'ils peuvent voler du charbon. De retour à la base, la vie n'a pas été facile pour tout le monde. Obézian et son gang contrôlent et gardent une routine tout en partageant les fournitures, et Obézian leur demande même de l'appeler gouverneur. Mais ils gardent tous ceux qui ne font pas partie de leur équipe à l'intérieur de la caserne, ils ne leur permettent de sortir que pour se promener dans un espace clos, semblable à de vraies prisons, tandis que les Estonais leur crient dessus depuis la tour de guet. Lorsqu'ils sont renvoyés, ils doivent fuir car le dernier est tué pour servir de nourriture plus tard. Zilin et Sipa parvient à atteindre la boîte à charbon et trouve les restes d'un incendie. Après avoir marché si longtemps, sont presque gelés, alors ils ne peuvent s'empêcher de s'allonger près du feu et de s'endormir. Mais Sipa se réveille vite quand il entend des bruits. La bande arrive avec leur dernier prisonnier à rôtir. Il court se cacher derrière un rocher, mais Zilin est toujours là-bas, alors il revient vers. Sauvez-le, mais il n'est pas assez rapide et les hommes d'Obézian les trouvent et les capturent. Les 2 sont ramenés à la base, où Obézian tente de décider quelle sera leur punition pour s'être enfuis avec des fournitures à leur arrivée. Yakut essaie de leur rappeler qu'ils étaient de leur côté pendant le combat contre le navire, ce qui a poussé les Estonais à l'insulter pour avoir tenté de s'immiscer. Yakut répond en le frappant, ce qui amène tout le gang à faire équipe pour le frapper en retour, ce qui lui vaut une place dans la caserne avec Zilin et Sipa. Il marche un moment et quand Estonais annonce qu'il est temps de revenir, Zilin reste derrière, mais Sipa revient de lui et le traîne à l'intérieur avec lui. Ils ne peuvent que regarder le dernier homme debout être capturé et attaché à un poteau, mendiant de l'eau comme son dernier souhait. Alors Sipa a pitié de lui et porte une tasse à ses lèvres avant qu'il ne soit tué. Plus tard, avant d'aller dormir, le groupe discute de la possibilité de se rebeller. Ils ne sont pas sûrs car cela peut être dangereux, mais Shram les convainc que cela vaut la peine d'essayer. Le lendemain matin, Tolia montre à Obézianka qu'il a installé un piège secret dans son atelier pour attraper d'éventuels voleurs. Après que le groupe ait fait sa promenade quotidienne,
Estonais essaie de les ramener à l'intérieur pour lancer le jeu habituel. Mais seuls 2 hommes courent, les autres reculent et se rassemblent pendant que Yakut lance une pierre sur Estonais pour le faire taire. Zilin s'approche d'Obézian et lui propose un marché. S'il les laisse aller à la bouée et demander de la nourriture, il lui dira où se trouve l'avion qu'il a trouvé. Obézian accepte et ouvre la porte pour les laisser sortir. Alors que Tolia et Zilin partent avec 2 autres hommes sur le bateau, Obézian demande à ses hommes s'ils savent quelque chose sur Zilin et c'est ainsi qu'il apprend qu'il était pilote, que sa famille est morte dans un accident d'avion et qu'il est allé en prison pour avoir tué régulateur de vol à l'aéroport avec un fusil. Ce crime a été classé comme meurtre dans un état d'agitation émotionnelle grave, ce qui, selon Obézian, signifie que Zilin a une conscience coupable. Dès que le bateau est assez loin, il ordonne au groupe de retourner à la caserne, annulant son marché. Yakut essaie de les affronter, mais il est immédiatement tué, alors Obézian attrape un autre homme avant de déclarer que le jeu reprend. Le groupe ne peut que courir vers la caserne car une bagarre serait une très mauvaise idée car les hommes d'Obézian sont armés. Pendant ce temps en mer, l'un des hommes tombe du bateau, mais il le rattrape juste à temps et le font remonter. Tolia atteint la bouée et demande de l'aide, mais elle est cassée et même ses outils ne l'aideront pas. Il retourne sur le rivage et Zilin dit à Obézian que la nourriture est en route, mais Obézian ne le croit pas car il n'y a pas eu de feu vert de confirmation. Tolia lui rappelle l'existence de l'avion, mais Obézian ne croit pas que ce soit vrai non plus, mais cela inspire Obézianka à se déplacer avec les bras ouverts comme tel. Obézian trouve cela distrayant et l'attrape par le cou, alors Tolia profite de l'occasion pour venir vers lui par derrière et le tuer. 2 autres membres de son groupe, Amurbek et Arzanov, tuent le reste de leur gang et regardent Estonais s'enfuir avant de pouvoir l'attraper également. Ils demandent à Zilin quoi faire ensuite et il leur demande de libérer les hommes de la caserne parce qu'ils jurent que la nourriture arrive et qu'ils n'ont tout simplement pas vu la lumière parce qu'elle était cassée. Les hommes sont sceptiques à ce sujet et lui rappellent maintenant qu'ils ont beaucoup de corps pour se nourrir plus tard, mais Tolia pense qu'il devrait être enterré. Zilin lui rappelle également l'avion, alors Amurbek et Arzanov acceptent finalement. Ils libèrent les prisonniers et leur disent qu'ils attendront quelques jours l'arrivée de la nourriture, mais qu'ils ne s'utiliseront plus comme nourriture, donc tout le monde doit rester calme et coopérer. Ils enverront également un groupe pour sauver l'avion, qu'ils mettront dans un hangar qu'ils construiront et le répareront lentement pour s'échapper plus tard. Soudain, Sipa interrompt leur plan en affirmant qu'il n'y a pas de satellite tout en écrivant un message SOS en utilisant du sable et 3 corps. Quelque temps plus tard, Estonais retourne à la base et à cause des nouvelles règles qui disent qu'ils doivent maintenir la paix, ils décident d'ignorer ce qu'il leur a fait pour l'instant et de partager leur nourriture avec lui de toute façon. Zilin guide un groupe d'hommes vers l'avion et leur humeur augmente considérablement lorsqu'ils voient qu'il a dit la vérité. Ensemble, ils le démontent pour faciliter le transport et ramènent les pièces à la base. Finalement, Martha arrive sur l'île avec un groupe de gardes. Ils utilisent du gaz pour éloigner les hommes, mais ils permettent à Zilin de venir lui parler et de discuter de la liste des choses qu'ils ont demandées. Elle ne comprend pas pourquoi ils demandent de l'essence et il explique que c'est pour les générateurs qui sont censés être alimentés par le vent, mais ils ne fonctionnent pas pendant la nuit polaire. En vérité, ils veulent de l'essence pour l'avion. Zilin en profite pour demander pourquoi ils n'ont pas répondu au message SOS de Sipa et Martha explique que leur satellite est de type infrarouge, ils voient la chaleur. Ainsi, ils peuvent localiser les personnes et les poils, mais pas les mots. Elle veut aussi savoir ce que les gens faisaient si loin de la base il y a quelques jours et il lui dit qu'il pêchait. Il ne le croit pas parce qu'il n'y a pas de poissons dans la région, alors il ment à nouveau et leur dit qu'ils ont mangé ces créatures ressemblant à des 1000 pattes, ce qu'elle trouve très choquant. Ils veulent également savoir combien des 206 premiers colons restent, ce que Zilin trouve suspect car ils devraient pouvoir le dire avec leur satellite. Il leur dit qu'il en reste 87 et que beaucoup sont malades, mais personne ne veut abandonner le projet et retourner en prison. Avant le départ de Zilin, Marthe lui dit qu'il a droit à une demande personnelle, alors il lui donne quelques feuilles de papier lui demandant de bien fournir le groupe. Une fois que les gardes ont quitté les nouvelles fournitures, Zilin et ses hommes essaient le gaz dans l'avion caché dans le hangar et confirment avec joie que cela fonctionne. Ensuite, ils regardent un nouveau groupe de prisonniers américains arrivé alors que les gardes et Martha quittent l'île. Ces prisonniers ont aussi un chef, un très grand homme auquel Zilin essaie de serrer la main. L'homme ne le prend pas en fait, il frappe Zilin, ce qui déclenche une bagarre entre les deux camps. La rencontre est brutale et personne n'hésite à aller tuer, alors Sipa entraîne Zilin avec lui pour le cacher dans l'atelier. L'un des Américains essaie de les suivre, mais il tombe dans le piège de Tolia et meurt sur le coup. Arzanov affronte le leader américain et est maîtrisé, mais avant qu'il ne puisse se faire tuer. Amurbek intervient et tue le grand homme à la place alors que
les bâtiments autour d'eux prennent feu. Tout cela est surveillé par les chefs de projet. Quand ils réalisent que la situation est enfin hors de contrôle et que plus de 40% de la colonie a été tuée, Martha appelle le bureau central et on lui dit de procéder avec Odd Nicky d'Islande, qui envoie un groupe de gardes sur l'île qui tire sur tous les autres prisonniers tandis que Martha brûle les lettres de Zilin. Heureusement, quelques hommes sont encore en vie grâce à leur cachette dans les montagnes ou dans le hangar, Zilin, Sipa, Arzanov et Tolia. Ensemble, ils poussent l'avion, mais quand ils sont sur le point de monter à bord, Sipa leur dit au revoir et court vers les collines pour pouvoir sauter dans l'océan sans plus avoir peur. Le trio restant monte dans l'avion et Zilin parvient à le faire décoller en toute sécurité, bien que les gardes leur tirent dessus en chemin. Ses deux compagnons meurent, mais Zilin n'est pas touché par les balles, alors il s'envole dans sa liberté.